Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je pense que c'est encore de circonstances. Je vous souhaite, au nom de la fédération, mais aussi en mon nom propre, une très belle année 2021. Vraiment que celle-ci soit pleine de santé, parce que c'est de rigueur, qu'on sorte vite de cette crise sanitaire, qu'on puisse retrouver nos habitudes, et puis surtout avoir le plaisir de se retrouver pour mener à bien des projets sur le handicap et puis plus principalement dans les ESH et dans le secteur et la branche professionnelle. Alors, je vais me présenter par la suite, mais je vais tout d'abord peut-être introduire ce webinaire. Ce premier webinaire qu'on anime aujourd'hui, c'est le début enfin, c'est un premier rendez-vous, car cette année, la Fédération des ESH a souhaité proposer un cycle de webinaires orienté sur la thématique du handicap. L'idée, ce sera de se retrouver a priori, voilà, une fois par trimestre au moins, peut-être plus si nécessaire, pour évoquer plusieurs sujets qui pourront être orientés sur le thème du recrutement, du maintien dans l'emploi, du management ou autres. Donc vraiment, si jamais vous avez des sujets que vous souhaitez voir porter, n'hésitez pas à me les faire remonter. Ce sera avec plaisir qu'on pourra ensuite co-construire une offre à vous proposer et puis d'autres rendez-vous à vous proposer. Aujourd'hui, donc ce premier rendez-vous, il a été mis en place voilà, au tout début de l'année sur la thématique de la DOETH, des évolutions légales et puis de la contribution à la GFIP, parce que vous savez qu'effectivement, il y a des échéances qui arrivent et donc il peut être intéressant effectivement que vous puissiez maîtriser ces éléments-là et en tout cas avoir des premières pistes de réponse si jamais effectivement, en tout cas vous êtes concerné, mais pour que vous puissiez les mettre en œuvre dans vos ESH. Donc ça a été des évolutions légales induites notamment par la loi du 5 septembre 2018, mais je laisserai les intervenants sur ce webinaire y revenir. Donc cet échange sera animé par Alexandre Salvatori, qui est chargé de mission à la GFIP, et puis Guy Tisserand, qui est président et fondateur du cabinet TH Conseil. Pour ma part, je suis Sarah Fassi. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis chargée de mission RH à la Fédération des ESH depuis 4 ans et demi maintenant, et notamment voilà, au pilotage des actions handicap qui sont menées par la Fédération. Pour rappel, ce webinaire est organisé dans le cadre du Fonds paritaire de formation des ESH, donc de la branche professionnelle, son fonds mutualisé de formation. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on se réunit aujourd'hui. Voilà un petit peu pour les éléments de présentation. Avant que je laisse Guy Tisserand et Alexandre Salvatori se présenter, quelques points techniques. Alors, ce que je vous invite à faire, on prendra des questions à la fin du webinaire. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de nous les poser via le chat. Faites bien attention pour que tout le monde puisse y avoir accès, à bien les envoyer, non pas à tous les conférenciers, mais à sélectionner l'option tous les conférenciers et les participants, ce qui permettra à chacun de pouvoir les voir et nous ensuite de pouvoir les tracer et les retrouver. Petite autre précision qui peut être intéressante, j'y réponds tout de suite. Oui, le support de présentation vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire. Et enfin, ce webinaire sera même accessible en replay à la fin soit aujourd'hui, soit demain. On fera en sorte de vous envoyer le lien pour que vous puissiez diffuser ces éléments-là en interne pour certains collègues qui n'auraient pas pu y participer. Voilà pour ma part. Je propose donc à Guy et à Alexandre voilà, de se présenter rapidement avant qu'on puisse passer concrètement au cœur du webinaire. Alors, vous avez vos micros coupés, Guy et Alexandre. Ah, du coup, le temps que Guy... Non, c'est bon, allez-y, Guy. Oui, on avait le micro coupé. Désolé. Bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Merci à Sarah et Julien pour m'avoir proposé de co-animer ce webinaire. Donc, moi, je suis Guy Tisserand, je suis le cofondateur et le président d'un cabinet qui s'appelle TH Conseil, qui est donc un cabinet de conseil, formation, recrutement, accompagnement et communication
spécialisé dans les thématiques notamment du handicap et tous les sujets liés à la non-discrimination, à l'égalité des chances en milieu professionnel, comme par exemple l'égalité professionnelle femmes-hommes et toutes les autres thématiques portées par la non-discri. On accompagne les ESH depuis plus de 10 ans maintenant dans la mise en œuvre et le déploiement d'une politique handicap pour l'ensemble du secteur. Donc, je suis ravi de vous retrouver, pour certains d'entre vous, peut-être une fois encore, pour ce nouveau webinaire. Voilà. Alors, pour ma part, effectivement, donc Alexandre Salvatori de la GFIP. Donc, merci à Sarah et Julien, mais donc à la Fédération des SH de m'avoir proposé d'intervenir. Alors, il faut savoir que le SH et la GFIP, on est en partenariat dans le cadre d'une convention de partenariat qui permettent de mettre en place aussi des actions en faveur de l'emploi des personnes handicapées et donc de trouver et de réfléchir à des solutions pour vous accompagner aussi, entreprise donc, du social pour l'habitat, voilà, pour vous accompagner sur le sujet du handicap. Bon, pour ma part, donc, je suis chargé de mission au niveau national à la GFIP. J'accompagne des entreprises grands comptes. Je suis aussi le coordinateur national du réseau des référents handicap. Peut-être certaines ou certains d'entre vous connaissez et participez dans vos régions respectives. Donc, on aura l'occasion de se voir. Et après, j'ai plusieurs autres casquettes. Mais en tout cas, ce sont les deux principales. Voilà, donc Guy, je te laisse prendre la suite pour débuter à moins que Sarah ait quelque chose à dire avant. C'est parti. Donc, on va co-animer avec Alexandre, donc on se passera la balle de temps en temps pour compléter les propos et puis on peut interagir. Et puis si vous avez des questions, comme l'a dit Sarah, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. On sera tout à fait en mesure de vous apporter tous les éclairages que vous souhaiterez ensuite. Voilà, donc peut-être je voulais commencer par faire un petit rappel historique finalement de l'obligation d'emploi des personnes handicapées en France. Ce qui est intéressant à savoir, bon, en amont même de ce petit schéma que je présente, c'est que la thématique du handicap a très longtemps été portée autour ce qui a vraiment déclenché la prise en compte du handicap en France, c'est deux phénomènes majeurs du 19e et du début du 20e siècle. Avant ça, on va dire que c'était vraiment un sujet… les personnes handicapées étaient souvent considérées comme étant exclues complètement de la société. Et on va dire la notion de prise en compte du handicap a commencé à émerger lorsqu'il y a eu notamment la révolution industrielle en fin du 19e, avec la fabrication de beaucoup de handicaps liés à des accidents du travail ou des problématiques de santé. Et puis, évidemment, le grand événement, j'ai souvent tendance à dire de manière un peu provocatrice et en petit clin d'œil que la bénédiction pour les personnes handicapées, ça a été la guerre de 14-18, parce que, évidemment, du fait de cet événement tragique, naturellement, il y a eu une prise de conscience sociétale du besoin d'assumer. Alors, c'est le passage finalement d'une logique de châtiment divin. Le handicap était perçu pendant très longtemps comme étant une sorte de châtiment divin. Et quand il y a eu la guerre de 14-18, forcément, on s'est dit, là, Dieu n'y est pas pour grand-chose. Et il y a plus une raison liée au contexte. Et donc, du coup, la prise en compte de ce qu'on appelait les gueules cassées, les infirmes de guerre, etc., a commencé à émerger autour des années 20. Donc, ça a été vraiment le tout début de la prise en compte du sujet. Et puis, petit à petit, bon, les choses ont évolué. Fin des années 60, on a eu la question a commencé à être posée vraiment au plan sociétal. Le président Pompidou, à l'époque, a demandé à Bloch-Léné de faire une étude sur cette thématique. Et la première grande loi du handicap, on va dire moderne, la première grande loi moderne de prise en compte du handicap date de 1975, avec notamment la création de la Cotorep à l'époque. Donc, il y a encore plein de gens qui connaissent ce terme, même s'il n'existe plus depuis 2005. Mais pour autant, ça a été quand même quelque chose d'assez historique avec, alors à l'époque, pas d'obligation d'emploi, ou plutôt, pour être tout à fait précis, il y avait bien une obligation d'emploi avant la loi de 87, qui était même plus drastique qu'aujourd'hui, puisqu'elle était d'un taux d'emploi de 10%, sauf qu'il n'y avait aucune contrepartie, ni déclaration, ni contrepartie financière, ce qui fait que finalement… peu de gens connaissaient cette existence d'obligation théorique finalement d'emploi des personnes handicapées.
le vrai lancement de la démarche, c'est 1987, enfin disons 1988, avec l'obligation d'emploi des personnes handicapées à hauteur de 6% de la population en interne de l'entreprise. Et notamment en 88, grand événement, donc la création de l'AGFIP, hein, le corollaire finalement de la mise en place de cette obligation d'emploi, ça a été la création de l'AGFIP, qui signifie Association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Donc les contributions mises en œuvre sont collectées par l'AGFIP et réutilisées par l'AGFIP. Ensuite, quelques étapes importantes, et notamment la loi de 2005, puisqu'en 2005, forcément, un grand changement législatif avec du coup l'obligation d'emploi dans la fonction publique, par exemple, avec modification d'un certain nombre de règles de calcul, et puis l'instauration d'un concept fondamental qu'on sera peut-être amené à revoir dans d'autres ou à réapprofondir dans d'autres webinaires dans l'avenir, la notion de compensation des conséquences du handicap, qui est quand même un élément assez fondateur de la non-discrit et de l'égalité des chances. Et puis, il y avait une obligation de mise en conformité en termes d'accessibilité qui était prévu normalement pour 2015. Bon, compte tenu de l'avancée des dossiers, il y a eu un changement de braquet, on va dire ça comme ça, avec plus une obligation de mettre en accessibilité, mais une obligation d'avoir un plan de mise en accessibilité pour 2015 et une mise en accessibilité qui a été repoussée à 2025 aujourd'hui. Et puis, depuis 2018-2019 et 1er janvier 2020 essentiellement, donc une nouvelle modification législative, plus qu'une modification législative, un changement assez important au plan législatif sur les obligations d'emploi sur lesquelles nous allons revenir maintenant. Voilà. Donc, on voit que ce mouvement continue, que d'ailleurs depuis 1988, on peut constater, et je pense qu'Alexandre pourra le compléter, que les entreprises se sont beaucoup plus engagées sur la thématique de l'emploi des personnes handicapées. Nous, quand on a créé le cabinet en 2004, il y avait finalement peu d'entreprises qui étaient très engagées. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui n'ont pas du tout de politique handicap. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même un mouvement tout à fait positif dans ce domaine. Ça n'empêche pas que le taux de chômage des personnes handicapées reste quand même 2 fois supérieur à la moyenne nationale et que donc il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est l'un des éléments qui a amené le législateur, du coup, à modifier ce contexte légal avec en gros 4 grands objectifs exprimés à la fois par le gouvernement et par le législateur sur cette évolution législative. Donc, premièrement, ce qu'on appelle la responsabilisation des entreprises. Donc, un élément sur lequel je reviendrai juste après, c'est que désormais, on ne peut plus déclarer par établissement, on est amené à déclarer par entreprise, une seule déclaration globale au niveau de l'entreprise. Donc, ça, c'est un élément qui est important, alors qu'avant, il pouvait y avoir des déclarations par établissement et donc une forme de dilution de la responsabilité de l'obligation d'emploi. Faire du dialogue social un levier pour l'embauche des personnes handicapées. Donc là, on est sur une modification assez importante en termes d'accords agréés, mais on y reviendra aussi un petit peu après, mais aussi sur finalement l'obligation encore plus de négocier au niveau des IRP, avec les IRP pour les entreprises sur ces sujets-là. Ça fait partie déjà des NAO depuis longtemps, mais c'est encore approfondi. Développer une politique d'emploi inclusive, derrière ce terme-là, on entend le fait que l'emploi direct est très largement surpondéré désormais. C'est-à-dire que pour répondre à son obligation d'emploi, aujourd'hui, en termes de taux d'emploi, on ne peut plus faire appel à la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté qui va générer, on l'évoquera tout à l'heure, toujours des déductions de contributions. Mais pour atteindre son taux d'emploi de 6%, il n'y a plus que l'emploi direct, c'est-à-dire le recrutement et le maintien dans l'emploi, qui peuvent conduire à atteindre ce taux de 6%. Et puis, simplifier l'obligation d'emploi. Donc là, Alexandre, il reviendra très largement sur les aspects DSN. C'est notamment le passage par la DSN et puis une modification d'un certain nombre par exemple, l'effectif d'assujettissement est désormais le même calcul que celui pour les cotisations sociales, de la sécurité sociale, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un effectif d'assujettissement à part, qui était calculé de manière singulière pour le sujet du handicap, aujourd'hui, on se retrouve avec des règles un petit peu simplifiées et notamment le passage dans la DSN qui doit aussi simplifier les choses. Alexandre y reviendra largement après. Donc, très rapidement, quelques éléments de base sur les modifications. Donc, jusqu'en 2020, le taux de 6% d'obligation d'emploi des personnes handicapées était un taux fixe. C'est-à-dire que depuis 1988, c'était ce même taux qui s'appliquait, c'était 6% d'obligation d'emploi.
Désormais, c'est un seuil. Alors, un seuil qui va pouvoir être révisé tous les 5 ans par l'Assemblée nationale. Et donc, il est possible que ce taux de 6% évolue dans le temps. Ça dépendra de la situation, des moyens, des montants de contribution, d'un certain nombre de facteurs qui vont pouvoir être révisés. Donc, ce taux n'est plus un taux immuable et fixe, c'est un taux qui, par la loi, est inscrit comme pouvant être révisé. Donc, c'est quelque chose d'important. Le deuxième élément, c'est juste ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que désormais, pour atteindre ce taux de 6% ou ultérieurement peut-être un taux différent, auparavant, on pouvait utiliser l'emploi direct et l'emploi indirect. Désormais, c'est terminé. On ne peut plus utiliser que l'emploi direct, c'est-à-dire le recrutement et le maintien dans l'emploi. C'est important de le savoir parce qu'il peut y avoir du coup des modifications de la situation en matière de taux d'emploi dans une entreprise qui ne traduisent pas uniquement, qui ne traduisent pas une évolution significative de la situation, mais que les règles de calcul changent. Et on le verra, il n'y a pas que cette règle de calcul qui fait changer le taux d'emploi. Les modifications de l'obligation d'emploi aussi, donc c'est ce que je disais juste avant, le passage de la déclaration DOETH, donc on passe par la DSN, etc. Et puis le fait aussi qu'on ne déclare plus par établissement, mais qu'on déclare globalement au niveau de l'entreprise. Et ainsi que tous les travailleurs handicapés, quelle que soit la durée et la nature de leur contrat, sont recensés dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, auparavant, il y avait quelques contrats sur lesquels, en fonction de la durée du contrat, etc., on pouvait ne pas les comptabiliser. Désormais, c'est le cas. Et il peut y avoir aussi un élément important pour les travailleurs handicapés eux-mêmes, c'est que l'ARQTH, la demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, auparavant n'était attribuée que pour un temps donné. Désormais, quand le handicap est considéré comme irréversible, alors l'ARQTH peut être attribuée de manière permanente, définitive, sans avoir besoin de la renouveler. Donc, c'est aussi un élément qui a changé dans le cadre de la nouvelle loi. Oui, pardon, je me permets juste d'apporter une précision, enfin je te laisse apporter une précision. Est-ce que tu peux préciser sur qu'en est-il des stagiaires? Je sais que c'est aussi une des questions sans parler de tous les types de contrats. Les stagiaires sont pris en compte dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif d'assujettissement, comme d'ailleurs les contrats d'alternance ou d'apprentissage ou de professionnalisation. En revanche, ils sont pris en compte dans la réponse à l'obligation d'emploi à due concurrence de leur durée de stage, Donc, et quelle que soit la durée du stage. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les PMSMP, par exemple, les périodes de mise en situation professionnelle, où les personnes sont prises en compte dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi à partir du moment naturellement où elles sont reconnues travailleurs handicapés. Une autre modification dans ce domaine est très importante et peut avoir un effet tout à fait significatif chez certaines entreprises, c'est que désormais, alors auparavant, les gens qui étaient en arrêt de longue durée, par exemple en absence de longue durée, qui étaient par exemple en invalidité catégorie 2, mais qui restaient inscrits à l'effectif de l'entreprise, mais ne travaillaient plus, en fait, elles étaient en arrêt, mais elles étaient toujours inscrites, ne comptaient pas dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Désormais, elles comptent au prorata de la durée théorique, du temps théorique, de leur temps de travail théorique contractuel. Et ça, pour certaines entreprises qui ont des dispositifs de prévoyance tout à fait, de très bons dispositifs de prévoyance, il peut se produire que je connais des entreprises dont le taux d'emploi va augmenter mécaniquement d'un seul coup de manière très significative parce qu'ils avaient plusieurs dizaines, voire centaines de personnes en absence de longue durée, notamment dans le secteur bancaire, mais probablement pas que. Là, pour l'instant, les premiers que j'ai vus, c'est vraiment dans le secteur bancaire, où les dispositifs de prévoyance étaient très, très favorables et où, du coup, désormais, ils continuent de compter dans les BOETH, alors qu'auparavant, ils ne comptaient pas. Voilà, donc c'est quelques éléments tout à fait importants par rapport à ça. Donc, c'est bon, ça? Ouais. Donc, comme je le disais juste avant, donc voilà aujourd'hui, les moyens de répondre à une obligation d'emploi, c'est premièrement l'emploi direct, la deuxième, c'est payer la contribution, et la troisième façon de répondre à son obligation d'emploi, parce que payer une contribution, c'est une façon de répondre à l'obligation d'emploi. Hein, c'est pas être hors la loi, hein, c'est bien une façon de participer à cette obligation d'emploi. Et le troisième, c'est d'avoir un accord d'entreprise ou de branche qui est aussi une façon de répondre à l'obligation d'emploi. Donc, voilà les trois grandes façons d'y répondre pour toutes les entreprises. Et là, on est bien sur les entreprises de plus de 20 salariés.
et non plus les établissements. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a différents petits établissements de 10, 15 salariés, auparavant, pouvait faire potentiellement une déclaration par établissement s'ils avaient une autonomie de gestion, ce qui fait que certaines entreprises avaient plein de petits établissements et n'avaient qu'une faible, finalement, assiette d'assujettissement. Avec la nouvelle loi, ça peut changer de manière significative. Il y a quelques entreprises à réseau, par exemple, qui aujourd'hui voient leur contribution évoluer de manière extrêmement, augmenter de manière tout à fait significative du fait de ce nouveau dispositif. Voilà, donc là, je vais passer la parole à Alexandre. Alors, Alexandre, j'essaye de te passer le compte. Non, bah, du coup. Mais ça marche, je crois. Voilà, c'est bon, tu dois l'avoir. Du coup, juste, je me permets d'ajouter sur la partie juste avant aussi, alors c'est plutôt récent, mais pardon. Mais aussi sur cette partie-là, elle peut être compris dans les OTH, il y a aussi le service civique, parce que la GFIP a eu un gros travail avec France Service Civique, qui est la partie, l'agence qui s'occupe du service civique. Et donc, c'est aussi, ça s'inscrit aussi ici. Vous pouvez les valoriser si jamais vous aviez des services civiques dans vos effectifs. Alors, excusez-moi, comme on est en partage. Donc, cette précision faite. Alors, pour la DSN, alors, je ne vais pas aller dans le détail de l'URSSAF parce que on a, vous allez le voir juste après, mais on a la GFIP, donc auparavant collectait, donc avait eu par l'État la gestion et la collecte de la déclaration de l'obligation d'emploi. Et depuis donc 2020, avec une année de transition qui était l'année 2020, et là, c'est l'URSSAF maintenant qui est collecteur. Donc, ce qui veut dire que, en fait, il y a 2 temps de déclaration de votre côté. Donc, ça s'adresse. Alors, je vais déjà partir en suivant bien qui déclare. Qui déclare, donc ça s'adresse à tous les employeurs de tout tas d'entreprises. Évidemment, l'obligation d'emploi ne s'applique qu'aux entreprises de 20 salariés et plus. Celles qui sont en deçà, donc ont 19 salariés jusqu'à 1. L'idée, c'est dans la philosophie de l'employeur, c'est de pouvoir, de l'employeur de l'État, pardon, c'est de pouvoir de donner l'opportunité à tous les employeurs de démontrer leurs actions au regard de cet engagement sur l'amélioration de l'emploi des travailleurs handicapés. Donc, il faut donc déclarer dans la DSN que vous soyez donc 10 salariés, enfin une entreprise de 10 salariés ou une entreprise de 20 salariés et plus, bien évidemment. Donc, encore une fois, donc, ce sont seulement les entreprises de 20 salariés et plus qui sont soumises à l'obligation d'emploi. Et donc, de toute façon, là, vous aurez donc les obligations derrière qui s'activent. La déclaration se fait en 2 temps. Le premier temps, c'est en mensuel. Donc, en fait, chaque mois, il faut déclarer dans votre outil SIRH qui, normalement, si votre prestataire, en tout cas l'outil que vous utilisez, a été mis à jour. Normalement, c'est le cas. Là, il y a un travail de l'URSSAF qui a été fait avec le plus grand nombre des outils SIRH. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra vous rapprocher assez rapidement de votre prestataire qui s'occupe de cet outil pour mettre les nouveaux blocs de l'URSSAF dans l'outil SIRH. Donc, en tout cas, c'est une déclaration mensuelle dans laquelle, en fait, lorsque vous déclarez dans cet outil un nouveau salarié, eh bien, vous le mettez comme travailleur handicapé. Alors, ça va dépendre des outils, hein. Ils sont faits de manière un peu différente, mais il y a une structure similaire. Et après, dans tous les cas, s'il était en CDD ou autre, voilà, vous précisez la date d'entrée de sortie et ça se processe de manière automatique. Donc ça, c'est chaque mois. Donc si jamais il y a une erreur qui est faite, c'est en fait c'est quelque chose de, voilà, c'est la technique de l'annule remplace. Il faudra juste déclarer au mois suivant qu'il y a une erreur sur le mois passé et l'outil fera le nécessaire. Donc, pour des explications plus précises, je vous dirai où aller chercher ces infos-là. Mais en tout cas, une possibilité donc de rattraper si jamais vous aviez oublié ou mal renseigné le mois précédent une information sur un salarié qui serait en travailleur handicapé. Et après, donc, il y a une déclaration annuelle où là, normalement, c'est comme toutes les consolidations auprès de l'URSSAF,
selon la taille de l'entreprise, c'est au mois de mars, le 5 ou le 15. Mais cette année, de manière exceptionnelle et au regard de la crise sanitaire, ça a été décalé cette période. Donc, au mois de juin, le 5 ou le 15 juin, il faudra faire cette déclaration euh, globale qui est donc la DOTH. Donc, il y a bien 2 temps mensuels où là, vous déclarez uniquement vos salariés travaillant en IB. Et cette année, exceptionnellement, en 2021, le 5 et le 15, vous allez déclarer tout ce qui est autour, donc là, c'est la DOTH, on va dire, tout ce qui est autour, donc les dépenses déductibles, la sous-traitance, etc., etc. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que auparavant, c'était qu'une seule déclaration à un seul moment. Il y avait 3 mois, enfin 2 mois pour le faire, et ça s'adressait à la GFIP et c'était sur le site de la GFIP. Donc là, maintenant, c'est URSSAF, DSN, 2 temps mensuels, annuels. OTH, effectivement. Oui, alors, donc effectivement, les exonérations. Alors, par contre, désolé, j'avais pas vu cette partie-là et comme c'est pas mon support, je redécouvre ça. Si qui peut m'aider, les exonérations sur les entreprises, c'est moins ça. Oui, il y a une période. Il faut que je remette mon micro. Oui, les exonérations, c'est pour les structures qui franchissent les seuils, en fait. Mais vas-y, si tu. Ou sinon, voilà. Vas-y. Voilà, donc en fait, jusqu'alors, il y avait déjà des exonérations qui étaient prévues pour les entreprises qui avaient franchi le seuil des 20 salariés depuis 3 ans, en fait. Il y avait une sorte d'une franchise de délai, c'est-à-dire que pendant 3 ans, les entreprises concernées ne sont pas assujetties à l'obligation d'emploi. Enfin, elles ne versent pas de contribution. Elles ont 3 ans pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'une certaine manière. Là, en l'occurrence, alors comme on avait aussi des établissements, il y a eu un changement, c'est-à-dire que désormais, c'est 5 ans. Donc, pendant 5 ans, une entreprise qui dépasse le seuil qui n'a pas dépassé le seuil de 20 et qui le dépasse, une fois qu'elle l'aura dépassé 5 ans consécutivement, alors, au bout de la 5e année, elle sera assujettie à l'obligation d'emploi. Mais pendant la période de 5 ans, finalement, c'est une sorte de période de transition en fait, qui permet à l'entreprise de faire le nécessaire pour atteindre cette partie d'obligation d'emploi. Donc, c'est vrai pour les entreprises qui franchissent ce seuil et c'est vrai aussi pour les nouvelles entreprises, c'est-à-dire celles qui se créent en fait. Celles qui se créent, si elles se créent directement avec, par exemple, X salariés, alors elles ont pareil une période de 5 ans pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Et du coup, si jamais rien n'est fait, et ça c'était la même règle auparavant, rien n'est fait dans ces 5 ans, il y a donc une surcontribution qui s'applique, qui est un coefficient qui est supérieur au coefficient qui est prévu en fonction de la taille de l'entreprise. Et donc ce coefficient, c'est 1500 fois le SMIC horaire par rapport donc, à votre aussi au nombre de... Donc ça c'est important à avoir en tête, mais en tout cas, 5 ans, ça permet vraiment de mettre en place des choses. Il y a beaucoup de choses qui existent. Et nous en sommes, Guy et moi-même, sommes aussi des acteurs pour vous accompagner justement pour éviter la surcontribution à minima. Donc, qui fait quoi? Et donc, ça, c'est très important. Donc, je me permets de le rappeler, mais c'est voilà. L'URSSAF aujourd'hui, si vous avez une question sur la DOTH, c'est l'URSSAF qui est votre interlocuteur. Donc, tout ce qui est DOTH, l'ADSN, ça c'est classique, mais tout ce qui est le calcul de l'effectif, les seuils, voilà, tout ce qui a trait au calcul, c'est l'URSSAF. Nous, la GFIP aujourd'hui, on retrouve un rôle de conseil, de vous informer, de bien vous orienter, de vous faire bénéficier en fait, de toute notre offre que je vous représenterai à la fin. Mais voilà, on est plus dans notre rôle d'origine, hein, qui était plus à la fois de financer des actions, mais aussi d'accompagner nos 2 bénéficiaires, comme on dit, donc les personnes handicapées et les entreprises que vous êtes donc dans de mettre en place des solutions pour bien répondre, mieux répondre à votre obligation d'emploi. Et donc tout ce qui est plus technique, voilà, précisément sur la DOTH, aujourd'hui, c'est l'URSSAF qu'il faudra contacter. Du coup, ça c'est bon pour moi. Donc le calcul, je ne sais plus ce qu'on s'était dit, Guy, mais alors
pour le calcul, on est toujours c'est toujours l'effectif d'assujettissement. Donc, l'effectif d'assujettissement, comme vous l'avez dit, c'est votre effectif comptabilisé en moyenne annuelle. Et on sort de l'ensemble des salariés, donc les intérimaires, la mise à disposition, les alternants et autres. Donc, c'est vraiment CDI, CDD, quoi, et en moyenne annuelle, fois 6%, 6% étant l'obligation d'emploi, et qui vous donne le nombre d'unités bénéficiaires, en tout cas de personnes qui doivent être en situation de handicap, qui détiennent un titre de reconnaissance de travailleur handicapé. Alors, on appelle ça un bénéficiaire d'un titre d'obligation d'emploi. Il y en a plusieurs. On peut vous donner la liste s'il y a besoin pour rappel. Mais voilà. Donc, et après, le calcul pour connaître les unités manquantes, ce qu'on appelle les unités manquantes, donc c'est le nombre de travailleurs handicapés qui a employé pour pouvoir répondre à 100% à votre obligation d'emploi, donc atteindre les 6% de votre effectif d'assujettissement. Donc, c'est l'unité de bénéficiaires à atteindre, qu'on a calculé juste avant, moins le nombre de bénéficiaires. Donc, quand je dis bénéficiaires, c'est les bénéficiaires d'un titre de l'obligation d'emploi, donc un travailleur handicapé. Et donc celui-ci, c'est pareil, on calcule en moyenne annuelle. Alors, c'est vraiment moyenne annuelle qui est importante, ça change d'auparavant. Avant, c'était sur l'équivalent temps plein, là, c'est la moyenne annuelle. Et donc, on prend en compte tout type de contrat, donc, comme on disait tout à l'heure. Et la seule minoration, mais qui est un peu différente auparavant, dans le calcul, la seule minoration, si on peut l'appeler comme ça, c'est les travailleurs handicapés qui ont 50 ans et plus. Pour cela, donc, eux comptent, on multiplie par 1,5. Ça, ça change par rapport à avant. Est-ce que je peux, Alexandre, je peux juste rajouter toute petite chose? Vas-y. Oui, en fait, le 1,5, ça a un impact, c'est une minoration, enfin, ça va générer une réduction de contribution, mais c'est aussi, enfin, ça entre dans le taux d'emploi, ce qui n'était pas le cas auparavant. En fait, ce qui est intéressant à tête, c'est le fait que ça va majorer le taux d'emploi de personnes handicapées. Auparavant, la minoration de 0,5 liée à l'âge, c'était vraiment une minoration de contribution, c'est-à-dire on calculait un taux d'emploi et ensuite on déduisait les 0,5 de la contribution. Désormais, ça rentre vraiment dans le taux d'emploi au prorata du temps partiel. Donc, il y a quand même un deuxième élément qui est important aussi, c'est ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est-à-dire qu'auparavant, un travailleur handicapé qui était présent au moins 50% du temps, il comptait pour une unité bénéficiaire. Désormais, il ne compte plus qu'au prorata réel de son temps de travail. Donc, il y a en plus la prise en compte de l'âge dans le taux d'emploi et en moins la proratisation par le temps partiel. Pour donner juste un tout petit exemple, un salarié handicapé qui était à 50% de son temps auparavant et qui avait plus de 50 ans, auparavant, il comptait pour 0,5 unités bénéficiaires et il générait 0,5, non, pour une unité bénéficiaire et il générait 0,5 minoration de contribution du fait de son âge. Désormais, il vaudra 1,5 unités bénéficiaires, mais proratisé par son temps de travail, c'est-à-dire il vaudra plus que 0,75 taux d'emploi. Donc, ça peut augmenter le taux d'emploi et pour autant augmenter la contribution en même temps. Je ne sais pas si c'est hyper clair parce que c'est assez technique, mais c'est quand même important d'avoir bien pris en compte que cette notion d'âge et de temps partiel vont avoir des effets un peu inversés par rapport à ça. C'est-à-dire, si on reprend, ça va augmenter vraiment le taux d'emploi direct. Ça augmente le taux d'emploi. Alors, ça augmente le taux d'emploi direct. Et pour autant, dans le même temps, ça peut augmenter le montant de la contribution, puisqu'il n'y a plus de minoration. D'accord. Auparavant, par exemple, quelqu'un qui était à temps partiel, et il comptait pour une unité bénéficiaire. D'accord? Donc, désormais, il ne comptera plus que pour 0,5 unité bénéficiaire. Par contre, étant donné qu'il a plus de 50 ans, il compte en théorie pour 1,5 unité bénéficiaire, mais proratisé par le 0,5 de temps partiel, ça ne fait plus que 0,75. Donc, en réalité, il n'y a pas de réponse univoque à ça. Ça dépend vraiment des situations. C'est-à-dire que si dans l'entreprise, il y a beaucoup de salariés de plus de 50 ans qui sont à temps partiel, ce qui est quand même assez fréquemment rencontré quand même, là, on va avoir un effet
qui est variable en fonction vraiment des temps partiels, etc. Donc, c'est un peu difficile de vous présenter une vision. On a fait pas mal de simulations et d'ailleurs, il y a un simulateur. C'est pour ça que le simulateur de la GFIP est très important. C'est qu'il y a la possibilité d'aller simuler un peu ce que ça va donner. En fait. Voilà. On vous remettra le lien, si vous ne l'avez pas déjà, dans le support qu'on va vous envoyer. On vous remettra le lien vers ce simulateur pour que vous puissiez faire vos calculs voilà, en fonction des cas spécifiques que vous avez dans vos entités. Je vous laisse poursuivre. Vas-y, Alexandre. Ah ouais, excusez-moi, ça a bougé un peu trop vite. Comme on est deux sur le contrôle, on a les... Ah pardon, c'est moi qui ai dû faire. Il n'y a pas de problème, juste remonter du coup. Alors attends. Hop. Encore, on n'entend encore plus. Alors voilà. on en était. Encore. Ah, encore une fois, voilà, c'est bon. On en était là, voilà, pardon. Excusez-nous, comme on est en double contrôle. Oui. Donc voilà, donc on arrive sur cette. Merci Guy pour la précision. Donc on arrive sur une fois qu'on a fait donc ce calcul, on arrive sur les bénéficiaires manquants et auxquels il faut soustraire les ECAP. Alors les ECAP, c'est les emplois exigeant des aptitudes particulières. Donc c'est une liste qui est définie par décret et c'est une liste de métiers qui sont considérés compliqués, des conditions, donc des exigences d'aptitude qui a priori, rendent difficile l'accès à des personnes en situation de handicap. Donc, voilà. Ça existe depuis 30 ans. Il y avait la réforme devait les faire évoluer. Elles n'ont pas beaucoup évolué, donc il devrait prochainement avoir un autre travail là-dessus. Donc, c'est une parenthèse, puisque vos métiers, nous disait Sarah tout à l'heure, vous rappelez Sarah tout à l'heure que voilà, ne sont pas concernés par ces ECAP. Mais en tout cas, ça existe si jamais vous veniez à vouloir regarder ce que ça donne, quels sont les métiers, vous tapez ECAP et décret, vous avez la liste des métiers qui sont concernés. Donc tout ça, ça vous donne donc les unités manquantes, donc qui permettent de voir le chemin à parcourir pour atteindre les 6%. Vous aurez, pardon, Alexandre, un focus sur les ECAP qui va être adressé au support en annexe. Voilà, donc ça vous permettra, si jamais vous souhaitez avoir un peu plus de renseignements sur ce dispositif-là, voilà, de retrouver quelques sources. Et alors après, la contribution se calcule comment? Donc, vous prenez l'unité manquante, vous le multipliez alors en fonction par un coefficient multiplicateur qui est prévu par la loi, en fonction de la taille de votre entreprise, vous le multipliez soit de 400, soit de 500, soit de 600. Et comme on le disait tout à l'heure, si jamais rien n'est fait, alors en fait, quand on dit 5 années d'exonération, c'est parce que en gros, il y a 4 années où là, vraiment, vous êtes en exonération. Puis après, il y a cette dernière année qui court et qui est la 5e, en fait. Mais on va dire, c'est la dernière chance. C'est l'année de la dernière chance où là, il faut faire des choses pour éviter la surcontribution. Et donc, la surcontribution, du coup, si même vous étiez à un coefficient de 500, vous n'avez rien fait réellement, vraiment, vous n'avez rien fait du tout, et vous avez un coefficient de 1500. Donc, il faut multiplier vos unités manquantes par 1500, multiplié par le SMIC horaire brut, qui évolue, comme vous le savez, chaque année. Et donc là, vous arrivez sur une contribution dite volontaire théorique, qui aussi vous pouvez voir l'autre nom qui est la contribution brute, puisque cette contribution brute, donc on y adosse, on y soustrait des dépenses déductibles. Alors, dépenses déductibles on peut faire un gros paquet avec aujourd'hui, mais même si on va quand même faire la dissociation. Mais en tout cas, les dépenses déductibles, donc il en existe, mais je crois qu'on va un peu en détail après, donc je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, il y a un 10%. On enlève la sous-traitance, qu'on va voir aussi après, et ça nous donne donc notre contribution nette finale. À savoir qu'auparavant, donc, la sous-traitance rentrait dans le taux d'emploi. Donc, ça permettait, mais ça, je vais le rappeler juste après, mais ça permettait de baisser le taux d'emploi et donc de baisser la contribution mécaniquement. Aujourd'hui, la sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté et des travailleurs indépendants handicapés
ne permet plus de baisser le taux d'emploi, mais permet uniquement de faire baisser la contribution. Donc, en fait, ça a à peu près le même impact au niveau financier, mais ça n'a pas du tout le même impact sur le taux d'emploi. Donc, ça, c'est la grosse différence par rapport à auparavant. Donc, pour le détail des dépenses déductibles, du coup, Guy, pour rallumer le micro. Oui, voilà. Oui, donc pour les dépenses déductibles, donc il y a eu dans un premier temps 3 dépenses. Alors auparavant, il y avait il y avait 11 dépenses déductibles existantes. Ça a été réduit, modifié, jusqu'au mois de, je crois que c'est octobre qu'il a été publié le décret. Il n'y avait que 3 dépenses déductibles qui étaient possibles. C'était 13 avant, voilà. Qui était donc réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, il ne faut pas se tromper, ces travaux-là ne peuvent être mis en place dans les dépenses déductibles que quand on n'est pas assujetti à une obligation de mise en accessibilité. Par exemple, quand on est un ERP, un établissement recevant du public, on est obligé de se mettre en accessibilité. Et donc là, on ne peut pas le financer dans le cadre des 10% déductibles. En revanche, quand on est au-delà et qu'on n'est pas un ERP avec pas cette obligation de mise en accessibilité, la mise en accessibilité peut être prise en compte dans ces 10% déductibles. Ensuite, tout ce qui va être le maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise, donc là, on va dire de manière très schématique que c'est tout ce qui est mesure de compensation des conséquences du handicap. Très clairement, on est vraiment sur tout ce qui est adaptation de l'environnement professionnel à la personne, mais aussi des dispositifs d'accompagnement, de coaching, enfin voilà, tout ce qui va être les mesures permettant de faciliter le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Et la troisième, c'est les prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi aux actions de sensibilisation et de formation des salariés délivrées par d'autres organismes. Donc, c'est par exemple tout ce qui va être sensibilisation des collectifs de travail, formation de différents acteurs, recruteurs, etc., qui va pouvoir être mis en place dans le cadre de ces 3 dépenses déductibles, de cette troisième dépense déductible. Et puis, seulement cette fois jusqu'au 31 décembre 2024, 3 nouvelles dépenses déductibles qui ont été mises en œuvre à l'automne, là, avec la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche directe et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Donc ça va être par exemple des forums de recrutement, des dispositifs de recours à des prestataires spécialisés en matière de recrutement, etc. Des partenariats à travers une adhésion ou une convention avec des associations ou organismes œuvrant pour la formation, l'insertion professionnelle et sociale. Donc là, on est par exemple sur les partenariats avec des associations comme Arpège, par exemple, qui va pouvoir être mis en compte dans ces 10% déductibles. Et puis des actions concourant notamment à la professionnalisation des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, ESAT, travailleurs indépendants handicapés. Donc là, c'est par exemple de la formation des encadrants, de l'aide au développement de nouvelles prestations, etc. Donc là, on a aussi ce dispositif-là qui est possible. Donc voilà les 6 dépenses, enfin 6 typologies de dépenses qui peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle les 10% déductibles, c'est-à-dire l'engagement financier qui a été pris dans le cadre de ces actions va pouvoir être déduit mécaniquement dans la limite de 10% du montant de la contribution. Voilà. Pardon. Donc, un focus sur la sous-traitance. Donc là, Alexandre, je te repasse la parole. Et pardon, juste pour ces dépenses déductibles, et justement, on y vient là sur la focus sur la sous-traitance. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ils doivent être déclarés dans le cadre de la DEETH, qui doit être fait donc, exceptionnellement cette année, dont le délai est un peu allongé là, jusqu'au 5 et 15 juin 2021. On avait une question. Est-ce que la DEETH se fait comme les années précédentes? Est-ce qu'elle se fait toujours en ligne sur le site de la GFIP? Non, non, justement, tout se fait sur l'URSSAF. Enfin, dans la DSN, il y a des blocs spécifiques qui ont été créés. Alors, justement, tout à l'heure, on en discutait avec Guy et il faut vérifier si ça a bien été mis parce qu'il y a à la fois cette partie mensuelle qui est, on va dire, un peu plus classique où là, il faut juste déclarer qu'il est travailleur handicapé. Mais l'autre partie des OTH, là, c'est tout un bloc, enfin, c'est plusieurs blocs d'ailleurs, mais c'est un bloc complet qui doit être intégré. Donc, si ce n'est pas le cas, vérifiez bien que vous l'avez. Et si ce n'est pas le cas, il faut vous retourner vers votre prestataire du logiciel SIRH qui le met à jour. Mais normalement, ça a été fait hein, parce qu'il y a eu tout un travail, encore une fois, avec l'URSSAF, entre l'URSSAF et donc les créateurs de logiciels SIRH. Donc, tout se fait sur la DSN. Il n'y a plus besoin de regarder au niveau de la GFIP. Ça me permet de dire, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais tout ce qui concerne les déclarations jusqu'à celles de 2019, donc celles que vous avez faites en 2020 pour l'année 2019, auprès de la GFIP, tout ce qui est donc rescrit
Donc le rescrit, c'est si jamais il y a eu des erreurs, vous avez un travailleur, un de vos salariés qui vous dit, mais en fait, moi j'ai ma reconnaissance de travailleur handicapé depuis 2018 et il est chez vous depuis 2018, vous pouvez faire des demandes de rectification auprès de la GFIP. De tout ce qui concerne de 2019 à jusqu'à 5 ans en arrière, donc les déclarations qui ont été faites auprès de la GFIP, et ben la GFIP reste en responsabilité sur le rescrit. Donc il faut contacter la GFIP. C'est un peu le côté un peu compliqué dans cette transition. Mais voilà. Donc, tout est bon. Pour répondre après, revenir sur la question initiale. Donc pour 2020, donc en 2021, là en ce moment, tout se passe sur la DSN. Il n'y a plus de contact sur la DOTH avec la GFIP. Peut-être juste, Sarah, je réponds à la deuxième question aussi sur le bonjour, un salarié absent depuis 18 mois dont le salaire est pris en charge par la sécurité sociale et la prévoyance, mais qui figure sur les effectifs, peut permettre de répondre à l'obligation. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, oui, c'est un changement de la loi. Hein, donc, désormais, les gens qui sont en absence de longue durée peuvent tout à fait être comptabilisés dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, y compris quand ils sont plus du tout, quand ils sont par exemple en invalidité catégorie 2 et qu'ils ne sont plus du tout à l'effectif, ils ne travaillent plus du tout, tant qu'ils sont inscrits à l'effectif, tant qu'ils ont un contrat de travail, même s'ils sont pris en charge par la Sécu ou par les systèmes de prévoyance, oui, ils peuvent continuer à ils peuvent être recomptabilisés parce qu'avant ils ne le pouvaient pas dans l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Je vois aussi qu'il y a pas mal de questions sur les typologies de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc oui, les gens qui ont des IPP supérieurs ou égales à 10%, qui ont une carte d'invalidité, qui ont l'AH, qui ont une pension d'invalidité catégorie 1, 2 ou 3, sont mécaniquement considérés comme travailleurs handicapés. Donc ce qu'on fera et ce que je te propose, Sarah, c'est que je te renverrai une diapo supplémentaire dans laquelle je repréciserai la liste de tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des personnes handicapées qu'on pourra réinjecter dans le support et envoyer à tous les participants. Parfait. Et puis, moi, je me permettrai aussi de reprendre vos questions parce qu'il y en a certaines que les participants enfin, malheureusement, vous ne voyez pas. On les reprendra et puis on remettra aussi de manière écrite la réponse aux questions pour que vous puissiez tous les avoir au support et ça vous évitera de rechercher dans le replay du webinaire. Du coup, Alexandre, bon, j'embraye du coup, vu que j'ai… Oui, vas-y, pour essayer de tenir le timing. En fait, au niveau de la sous-traitance, donc une différence, une évolution importante aussi, c'est que jusqu'alors, il y avait une limite de la prise en compte de la sous-traitance qui pouvait permettre de répondre au maximum à la moitié de son obligation d'emploi, c'est-à-dire 3% de l'obligation d'emploi. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus la possibilité désormais de prendre en compte la sous-traitance dans le taux d'emploi. En revanche, ça génère une minoration de la contribution, mais avec des plafonds. Alors, deux types de plafonds. Si le taux d'emploi direct de l'entreprise est inférieur à 3%, le montant maximum, la déduction maximum de contribution liée à la sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté ou des TIH est de 50% du montant de la contribution restante. Alors que si le taux d'emploi est supérieur ou égal à 3%, le montant déductible maximum est de l'ordre de 75%. Donc, ça veut dire que finalement, le plafond est différent selon qu'on a un taux d'emploi inférieur, direct en tout cas, inférieur ou supérieur à 3%. Et donc, pour sortir aussi du taux d'emploi à zéro, en fait, il faut avoir au moins fait un chiffre d'affaires avec le secteur protégé adapté égal à 600 fois le SMIC horaire, ce qui fait à peu près 6 000 euros de prestations sur les 4 ans d'obligation, en fait, pour pouvoir sortir. Donc, c'est quand même pas très compliqué, mais en tout cas, il faut avoir ça en tête. Et du coup, juste pour conclure sur cet aspect-là, on a mis un petit exemple sur justement les plafonds qu'on peut mettre en œuvre sur ces sous-traitances. Si on prend un exemple d'une entreprise qui avait 2000 personnes, donc son obligation d'emploi et qui avait 3% de taux d'emploi, donc 60 personnes, l'économie de contribution possible était de 60 fois 6 000, c'est-à-dire 360 000 euros de contribution qu'on pouvait réduire par la sous-traitance. Désormais, ça sera pondéré, enfin, ce sera limité à 50% si on est en dessous de 3%, 50% du montant de la contribution, c'est-à-dire 240 000. Donc, en fait, on ne pourra pas atteindre on ne pourra jamais, on va dire, on peut le dire comme ça, on ne pourra jamais avoir une contribution à zéro par l'intermédiaire de la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté. La seule façon pour amener une contribution à zéro, c'est l'emploi direct.
Après, la sous-traitance permet de réduire la contribution, mais jamais de le passer à zéro. Voilà ce qu'on peut dire. Les ECAP, on l'a dit tout à l'heure, je vais passer rapidement parce que de toute façon, c'est peu de structures concernées. Au niveau des mesures transitoires, alors le législateur, dans sa grande sagesse, mais aussi dans sa grande complexité quand même, a mis en place un système d'amortissement de l'augmentation de la contribution, étant donné que les nouvelles règles conduisent un certain nombre d'entreprises à voir leur contribution augmenter de manière parfois très significative, parfois non, mais parfois très significative. Le législateur a donc mis en place un dispositif qui fait qu'en 2020, il y a un système d'amortissement qui se calcule avec 3 tranches. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le micro-détail, mais 3 tranches quand même, donc de 0 à 10 000 euros d'augmentation. On réduit l'augmentation de 30%. Ensuite, de 10 000 à 100 000 euros, on réduit de 50% l'augmentation. Et au-delà de 100 000 euros, on réduit de 75% l'augmentation. 70%, pardon, l'augmentation. J'ai mis un petit exemple aussi derrière qui vous permettra de voir. Et ensuite, à partir de 2021, il y aura un abattement de l'augmentation de 80% en première année, 75% en deuxième année, 66% en troisième année, 50% en quatrième année et en cinquième année, enfin en année finale, donc en 2025, il n'y aura plus d'amortissement du tout. Donc là, c'est pour permettre aussi aux entreprises d'absorber, on va dire, un peu le choc en fait, de l'augmentation que peuvent induire les nouvelles règles sur la contribution. Donc, voilà. Donc, il y a un petit exemple très rapide. Une entreprise dont la contribution serait de 300 000 euros en 2019, qui passerait en 2020 à 500 000 euros, eh ben, elle verrait donc en 2020 sa contribution augmenter finalement non pas de 200 000 euros, mais de 82 000 euros avec le système d'amortissement des règles. Puis l'année d'après, sa contribution passerait à 405, supposons évidemment, toutes choses égales par ailleurs, que la contribution resterait la même, hein, en théorie. On passerait ensuite en deuxième année à 405 600 euros. Et puis ensuite, on passerait à 429 000, puis 453 000, puis 476 000, et enfin 500 000 la dernière année. Parce qu'il y aurait ce système d'amortissement qui permettrait de réduire l'augmentation et de la lisser finalement dans le temps. Voilà. Donc, après, il y a des outils de simulation, encore une fois, qui ont été mis en place notamment par la GFIP, hein, en particulier par la GFIP, et que vous pouvez mobiliser pour faire cette simulation si vous avez les chiffres et les éléments permettant de le faire. D'ailleurs, le voilà. Oui, voilà. Vous avez le lien du coup du simulateur. Donc, il intègre toutes les réformes. Il a été fait avec le ministère du Travail, l'ACOS qui chapeaute les URSSAF, pardon, et la GFIP. Et très rapidement, j'ai vu une question sur le rescrit, comment on apporte les rectifications. Je donnerai à Sarah les éléments, mais tout se fait par écrit, par papier pour le moment. Il n'y a pas de dématérialisation là-dessus, mais je donnerai l'adresse pour que vous puissiez la voir. Et il faut juste, voilà, vous faites une lettre comme quoi, sortez l'année, et vous donnez les justificatifs, les photocopies des justificatifs. Mais je préciserai ça à Sarah. Voilà. Je vais faire un focus très rapide, parce qu'on est un peu juste au niveau du temps, donc très rapide sur les accords agréés. Il y a de toute façon, au niveau sauf erreur de ma part, Sarah, tu me contredis si jamais je dis une bêtise, mais à mon avis, il n'y a aucune entreprise du secteur qui est sous accord agréé. Il y en a peut-être qui pourraient se poser la question, mais compte tenu du fait que le taux d'emploi moyen des entreprises du secteur et la taille des entreprises ne justifiait pas nécessairement d'aller vers un accord, il n'y en a pas. Mais à savoir que c'est toujours possible de conclure un accord agréé qui permet donc du coup d'avoir une politique financée finalement par la contribution qui est internalisée pour conduire sa politique handicap. Donc désormais, alors auparavant, il était possible d'avoir un accord sans limitation de nombre et de durée. Enfin, de durée, il y avait des limites de durée unitaires, mais globalement, on pouvait avoir un accord pendant plusieurs dizaines d'années. Il y a des entreprises qui ont eu des accords, qui datent des années 80, fin des années 80, par exemple. Eh bien, désormais, ça n'est plus possible. Avec la nouvelle loi, il n'y a plus la possibilité de n'avoir qu'un seul accord, un accord de 3 ans, renouvelable une fois 3 ans. Donc, au maximum, la durée des accords, c'est 6 ans. Voilà, donc c'est important de le savoir parce que ça peut quand même, peut-être pour certaines entreprises qui se posaient peut-être la question, savoir que c'est possible de le faire toujours, mais on va être limité à une durée de 6 ans. Après, on ne sait pas encore tout à fait précisément
comment ça va se passer le passage au droit commun pour des entreprises, notamment pour les très très grosses entreprises du style la SNCF, EDF, etc., qui ont des milliers de travailleurs handicapés, notamment pour la prise en compte des besoins d'aménagement, etc. Mais on y reviendra. Enfin, voilà, ça va être travaillé et c'est déjà travaillé actuellement, notamment au niveau de la GFIP, sur ces sujets-là. Mais voilà, ce que je voulais dire rapidement sur les accords, puisque comme on n'a pas d'entreprise directement concernée par les accords, je ne vais pas y passer non plus trop. Important au niveau des pilotages par contre, là, ça peut être très important pour les ESH, puisqu'on a des entreprises de taille tout à fait variable. Désormais, toutes les entreprises de plus de 250 salariés sont obligées d'avoir un référent handicap, de nommer quelqu'un en tant que référent handicap. Donc ça, c'est une chose, c'est un élément important à avoir. Et la fédération vous proposant des outils là-dessus, ce qui est important aussi, c'est que ces référents handicap soient, si possible, formés. Et d'ailleurs, la fédération participe à un projet qu'on mène ensemble, notamment sur la création d'un outil de type MOOC à destination des référents handicap, qui sera mis à disposition gratuitement ensuite, justement pour permettre à tous les référents handicap des entreprises d'être outillés, on va dire un outillage de base sur ces sujets-là. Et puis, l'AGFIP propose aussi le réseau des référents handicap, qui est extrêmement riche et intéressant. Et donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire dans ces réseaux, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à appréhender dans le cadre de ces outils. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Alexandre, là-dessus. J'en reparlerai juste après, mais ça fait transition. Bon, voilà. Je ne sais pas si tu avais fini, mais voilà. Bon, j'en parle juste après. OK. Voilà, valorisation de l'engagement des entreprises. Il y a aussi l'instauration d'une Normandie accueillante qui a été mise en place, qui existait depuis un moment, mais qui est fortement conseillée et incitée aujourd'hui. Alors, il n'y a pas trop de visibilité sur les contreparties précises que ça va induire aujourd'hui. Pourtant, il y a un amendement de la loi qui a été posé en mars 2019 ou avril, je ne sais plus, qui incite fortement les entreprises à aller vers ce qu'on appelle la Normandie accueillante. Donc, elle est assez facile à trouver sur Internet. N'hésitez pas à vous renseigner dessus. Pour les entreprises, c'est aussi un gage de valorisation de leur démarche. Voilà. Pilotage RH, le télétravail. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le télétravail. On fera peut-être d'ailleurs un focus. D'ailleurs, on en a fait un déjà au mois de novembre, mais on pourra en refaire peut-être cette année dans le cadre d'un autre webinaire. Et concernant les entreprises adaptées, il y a des modifications. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail technique. Vous avez tout le détail ici dans le support. Donc, pour pouvoir aussi laisser le temps d'aller vers les mesures, les aides de la GFIP de manière plus importante. Voilà. Il y a des modifications légales au niveau des EA, mais ça concerne surtout le fonctionnement des EA. Donc, si vous avez des questions plus pointues, on pourrait être amené à les traiter, mais je ne vais pas. Voilà. Et du coup, Alexandre, je te repasse ma main sur l'offre d'intervention. Yes. J'ai désactivé mon micro. Hop. Alors, donc tout ce qu'on s'est dit, vous pouvez le retrouver donc, dans un guide qui a été réalisé avec l'URSSAF et donc pour le compte de la GFIP, mais il y a surtout le guide qui est beaucoup plus récent parce que le premier, on l'avait fait assez tôt, mais là, il est plus à jour. C'est le guide de l'URSSAF, mais qui est au partenariat toujours avec la GFIP, mais c'est le deuxième, c'est vraiment celui-ci qui est complet. Après, il y a aussi, je vous ai mis dans la discussion une réponse complémentaire à ce que je disais sur le rescrit, mais à partir de 2020, et en fait, vous avez un lien qui vous amène sur le site de l'URSSAF avec toutes les explications de l'URSSAF. Voilà. Donc, mais ça sera rappelé dans le support définitif qu'on vous enverra, enfin, qui vous sera envoyé par Sarah. Bon, très rapidement, donc ça a été dit tout à l'heure, je ne vous redis pas plus, mais la GFIP, donc on existe depuis 88. On est particulier parce qu'on est un collège de trois, enfin on est une gouvernance paritaire, mais paritaire particulière puisqu'on a à la fois les représentants des salariés, on a les représentants des employeurs, donc le patronat, et on a les associations qui représentent les personnes en situation de handicap. Donc c'est des associations plus qui sont dans le champ global sur tous les sujets, pas que le travail. Donc ça, c'est particulier. Et on a aussi un représentant de l'État, donc on pourrait dire même qu'on est à quatre têtes, puisqu'on est un bras armé de l'État dans l'action pour réussir l'insertion des travailleurs handicapés. Donc notre mission porte sur le handicap en entreprise, mais donc ça implique l'orientation, la professionnalisation et donc l'emploi.
et de maintien, bien évidemment, des personnes handicapées. Et donc, on agit auprès donc, de deux bénéficiaires, encore une fois, les employeurs, les entreprises et les personnes en situation de handicap. Bon, on a appui au droit commun, donc ça c'est important quand même à avoir en tête. À chaque fois que vous faites une demande d'aide, par exemple auprès de la GFIP, on arrive, nous, et ça c'est la notion de compensation que mentionnait tout à l'heure Guy, on est vraiment, l'idée c'est qu'on ne se substitue pas au droit commun. Les personnes en situation de handicap sont des personnes comme tout à chacun, mais il y a ces aides complémentaires qui permettent donc une meilleure insertion, un meilleur maintien, et en tout cas de s'assurer qu'ils restent en emploi. Donc, on est vraiment en complément du droit commun. Donc, on ne se substitue pas. Ça, c'est très important à avoir en tête. Puis voilà, après, l'équité d'accès, de traitement des personnes. Donc, ça, bon, je vous épargne ces parties-là. L'objectif global, donc, c'est on propose des aides. Donc, on est là pour compenser le handicap dans l'emploi et on propose donc des aides et des prestations et des services. Très rapidement, les prestations, peut-être vous les connaissez, mais je n'ai pas dans le détail. Mais s'il y a besoin, je vous invite vraiment je le renverrai d'ailleurs, je renverrai Sarah, tout notre catalogue de prestations et autres. Vous pouvez le retrouver sur le site de la GFIP. Il est disponible. Auparavant, il n'était pas, mais maintenant il est public depuis 2017. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller dessus. Donc, il y a l'emploi accompagné qui est un dispositif donc, qui est un dispositif d'État, mais qui est porté par la GFIP notamment. Mais en fait, il y a plein d'acteurs qui jouent là-dessus. Là, c'est un dispositif avec, peut-être que vous le connaissez plus sous le nom de job coaching, enfin job coach, où en gros, c'est dans une logique plus anglo-saxonne avec une idée que le travail aussi une logique thérapeutique pour la personne. Et donc, c'est de la mettre au travail avec vraiment un accompagnement d'une personne, d'un job coach pour que la personne ne soit pas, voilà, ne soit pas délaissée, soit mise dans un management classique. Voilà, il y a un appui complémentaire, plus proche, avec quelqu'un qui est spécialisé et qui connaît bien la personne, mais qui est spécialisé sur le handicap de la personne. Bon, après, il y a plusieurs configurations possibles, bien évidemment. Et c'est surtout, ça s'adresse beaucoup aux personnes avec un trouble dans le spectre autistique. Comet France, c'est pareil, c'est un groupement de psychologues du travail, d'ergonomes, etc. Donc, voilà, ils peuvent être mobilisés sur des questions de ce type. Il y a les prestations d'appui spécifiques, c'est pareil, il y a 5 grandes familles où c'est par rapport en fonction du handicap des personnes, on a des associations ou des professionnels qui sont très spécialisés sur des handicaps, sur une des familles des handicaps, sans que ça soit précis, ça reste les grandes familles, donc parfois ils ont plus de connaissances sur un handicap précisément, mais on leur prend si c'est le handicap moteur, on demande quand même d'avoir une connaissance globale des handicaps moteurs, et donc c'est des appuis dits spécifiques, parce que c'est peut-être à un moment donné, il y a une personne qui a un besoin particulier, parce qu'une situation nouvelle vous réorganisez totalement vos locaux, et donc ça demande une réflexion tout du management, voilà. Ça peut être sollicité pour réfléchir avec eux. Ils ont un autre regard. Ils sont connaisseurs du sujet. Les EPAST, les études préalables à l'adaptation des situations de travail, ça c'est pareil. Vous pouvez les solliciter lorsqu'un candidat arrive et vous dit qu'il est en situation de handicap et que ce candidat connaît bien sa situation. Et vous ne connaissez pas la situation, mais il vous dit, mais si, moi je sais que ça peut fonctionner avec ces aménagements-là. Et ben, les PAST permet de voir l'adéquation de la situation de santé de la personne et de la situation du poste et de donner des préconisations avant même l'embauche. Donc ça, c'est utile pour les deux côtés. Et vous pouvez aussi l'utiliser même au moment de l'embauche, juste après l'embauche. Donc ça permet vraiment l'adéquation travail et emploi. Donc là, on est vraiment sur le poste. Nous aussi, ça je le reprécise, on agit, en tout cas quand il s'agit des aides et de nos prestations, on agit pour un individu et pas de manière collective. Donc c'est vraiment toujours peut-être la limite de notre action, mais en tout cas, comme en fait chaque situation est unique, et ben, ça permet d'avoir quelque chose de précis pour la personne. Alexandre, peut-être juste ajouter un tout petit point, c'est que vous pouvez intervenir, sauf erreur, à partir du moment où la personne a fait le récépissé de dépôt de demande, même si elle n'a pas encore la réponse officielle de la MDPH. C'est souvent important de le préciser parce qu'il y a
qui se disent il faut attendre que la RQTH soit arrivée pour pouvoir intervenir. C'est souvent très long, hein, ça peut prendre vraiment des mois. Et donc, enfin, voilà, ça vaut peut-être le coup de repréciser que vous pouvez intervenir dès que la personne a son récépissé, en fait. Oui, merci. Oui. Alors, tout à fait, c'est la personne, elle a son récépissé de dépôt de demande. Effectivement, on agit, donc on a juste besoin de la photocopie de ce dépôt. Et de la même manière, lorsque la personne a sa reconnaissance de travailleur handicapé et elle a fait la demande pendant que son titre était encore valide, de renouvellement de son titre, parce qu'il y a encore des titres qui sont à renouveler. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de titres qui, maintenant, depuis la réforme, vont avoir un effet définitif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de renouveler parce qu'il y a certains handicaps qui sont là, il y a un peu ce côté ubuesque de demander à des personnes qui avaient un handicap qui n'allait pas disparaître du jour au lendemain, donc on leur demandait de renouveler. Maintenant, voilà, ils peuvent avoir un titre définitif. Mais pour ceux qui ont besoin de le renouveler, si jamais ils font une demande de renouvellement de la RQTH dans l'année de la dernière année de validité, en fait, comme il y a un traitement moyen en fonction des régions de 6 mois par la NDPH, ça s'améliore, mais pour le moment, c'est encore 6 mois dans certaines régions parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et ben, en fait, le titre, même si, par exemple, il se finit le 1er janvier 2021, et ben, il a une validité de 6 mois complémentaires. Et donc, en fait, pendant ces 6 mois, vous pouvez continuer à faire des demandes d'aide auprès de la GFIP et d'ailleurs le déclarer aussi dans votre DSN, puisque c'est considéré, hein, la loi le dit, hein, c'est considéré comme une personne en situation de handicap. Après, il y a ça, par contre, ça me vient parce qu'on m'avait posé la question et j'ai plus la réponse là, mais si jamais il n'avait pas le renouvellement, qu'est-ce qui se passe? Ben ça, du coup, je la pose là, mais je répondrai à Sarah pour donner une réponse à cette question. Mais Ça, je peux. ah, vas-y, Thierry, Guy, pardon, si tu as la réponse. Ouais, je peux y répondre parce que je l'ai déjà vu Tu l'as, voilà, je fois. l'ai pas eu du cas. Donc, que ce soit pour les entreprises sous accord ou les autres, à compter du moment où la personne a fait à son récépissé de dépôt de demande, il peut solliciter la GFIP. La GFIP, par exemple, accorde une aide d'aménagement du poste, etc. Si la demande est refusée, il n'y a pas de retour arrière. Par contre, on ne peut plus solliciter de nouveau. En fait, c'est-à-dire que la personne, enfin, l'entreprise ne va pas redonner le matériel ou rembourser la GFIP, etc. Donc, c'est les aides attribuées pendant la période d'instruction de la demande sont définitivement acquises. En revanche, une fois qu'on a la réponse négative, on ne peut plus solliciter des aides. Alors, non seulement on ne peut plus solliciter quand on sollicite la GFIP, mais on ne peut plus non plus, par exemple, financer des aménagements dans le cadre des accords agréés à partir du moment où on a une réponse négative. Mais tout ce qui a été fait en amont de la réponse de la MDPH est réputé acquis et il n'y a pas de retour arrière. Voilà. Ouais, ça, ouais. Mais après, c'était plus sur la partie DSN, je sais plus. Sur la DSN. Sur la DSN, ça veut dire que la personne doit être décochée, en fait. Ok, c'est bon. Doit être décochée du jour où on a la réponse de la MDPH. Oui, c'est bon, on peut. La personne est décochée, enfin, elle doit être décochée, en fait. et donc, du coup, elle est considérée comme si son titre était terminé, en fait. Okay. Voilà. Donc c'est la même. Pardon, excuse-moi, j'avais pas bien. Non, il n'y a aucun problème. Ça permettait aussi une précision. C'est la même chose. Il faut décocher dans la DSN. En fait. Ok. Enfin, voilà. Bah, super. Donc après, il y a les PSOP. Alors les PSOP, c'est. Oui. Pardon Alexandre, je me permets juste une question aussi en lien avec les études préalables à l'adaptation ou l'aménagement des situations de travail, parce que ça c'est quelque chose aussi qui peut largement influencer le recrutement, en tout cas favoriser les recrutements. Comment est-ce que la GFIP, alors on peut intervenir, mais quel est le rôle du médecin du travail? Est-ce qu'il doit y avoir un accord du médecin du travail, enfin une notification ou effectivement le fait que la personne soit simplement, enfin qu'elle ait simplement une RQTH ou que voilà, elle a en effet la demande, ça peut ouvrir en tout cas cette prestation. Alors, de tous les cas, c'est pas mal. Alors, normalement aussi pour les travailleurs handicapés, il y a, c'est pas une obligation, mais il y a une possibilité d'avoir une visite de pré-embauche, enfin une visite anticipée avec le médecin du travail, ou en tout cas plus rapide normalement que un salarié lambda, qui n'aurait pas une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc, soit vous pouvez tout de suite vous tourner vers le médecin du travail, mais si vous pouvez aussi solliciter cette étude sans nécessairement passer par le médecin du travail.
C'est vraiment là dans une logique d'aller un peu plus vite et d'avoir un regard expert, parce que le médecin du travail a un regard expert, mais il est très généraliste quand même. Là, ça permet d'avoir. L'idéal, c'est de travailler avec les deux. Que le médecin du travail soit tout de suite dans la boucle, ça c'est vraiment essentiel. Mais cette étude préalable permet de, en fait, par exemple, si c'est de l'ergonomie, bah, c'est un ergonome, c'est bon. Le médecin, alors, par contre, l'équipe pluridisciplinaire du médecin du travail peut aussi, normalement, vous faire bénéficier de ça. Mais ça s'appelle pas une EPAST, vous passez pas par la GFIP, mais vous passez par l'équipe pluridisciplinaire qui, dedans, habituellement, il y a des ergonomes ou des personnes en tout cas en capacité de faire ces études voilà. Nous, ça nous permet d'avoir cet outil un peu présent pour les personnes handicapées. Voilà, ça va plus vite, la disponibilité du médecin du travail n'est pas toujours celle qu'on aimerait. Voilà, toutes ces questions-là. Je voulais dire qu'il y avait même des entreprises qui n'ont même pas de médecin du travail. Et oui, oui, voilà, aussi. Une pénurie incroyable de médecins du travail, hein, donc il faut mobiliser tous les dispositifs possibles. Cap Emploi peut être sollicité pour trouver le bon prestataire qui va faire ça. Enfin voilà, il y a aussi des contrats de partenariat qui sont établis entre. Enfin, l'AGFIP a recensé un certain nombre de prestataires pour faire tout ça. Donc, il faut vraiment. Je pense que le point d'entrée majeur, c'est quand même Cap Emploi, concrètement. Oui, oui, bien sûr. Dans ce cadre-là. Tout à fait. Alors, effectivement, effectivement d'ailleurs, dans les slides que j'ai passés, je crois avoir omis de parler Cap Emploi, mais en fait, oui, c'est l'acteur sur le terrain, et en plus départemental sur le sujet de l'emploi et du maintien. Les EPAS peuvent être tout à fait sollicités auprès d'eux. Et d'ailleurs, de toute façon, ils le connaissent très bien, l'offre de la GFIP, puisque c'est un peu les personnes qui mettent en œuvre les aides. Je vais pouvoir passer à la slide en dessous. Les aides, alors là, c'est un panoptique, il n'est pas très lisible, mais vous pourrez zoomer. Donc là, c'est les aides, c'est le panoptique des aides de la GFIP qui ont été renouvelées en 2018. Et là, du coup, là, c'est Cap Emploi qui, sur le terrain, les mobilise auprès de la GFIP, puisque en fait, le schéma, il est que nous, la GFIP, on crée les aides et les prestations. C'est les Cap Emploi qui les prescrivent, enfin, notamment Cap Emploi et aussi Pôle Emploi sur certaines choses, et d'autres, il y a certaines aussi que vous-même vous pouvez, que l'AGFIP pardon elle-même peut prescrire. Et après donc c'est l'AGFIP qui finance. Bon, ça c'est le petit chemin compliqué. Mais voilà, donc vous avez ces aides. Il y a les aides exceptionnelles aussi, et qui sont pareilles que Cap Emploi peut tout à fait mettre en œuvre, mais donc, qui ont été créées par la GFIP au regard de la crise. Donc, ce sont des aides qui s'adossent, qui se rajoutent aux aides du catalogue général. Et donc, notamment, il y a les aides exceptionnelles de mise en place de situations de maintien qui amènent des choses complémentaires par rapport, notamment au niveau du budget, par rapport à ce qui était prévu. Et après, il y a une aide exceptionnelle aussi au financement de la mise en place du télétravail. Donc pour plus de détails, je vous invite vraiment à aller voir sur le site. Je ne vais pas aller plus loin parce que faut qu'on vous laisse un peu plus d'espace pour les questions. En tout cas, celles-ci, elles sont vraiment sollicitées. Vous pouvez les solliciter jusqu'au 28 février. Peut-être vont-elles être poussées un peu plus loin en fonction de la situation sanitaire. En tout cas, n'hésitez pas à les demander s'il y a besoin. Peut-être, Alexandre, Oui. Guy, enfin, je ne sais pas, en fonction de ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est vrai que sur le télétravail, c'est des grosses questions aussi qui se posent, compte tenu là, du contexte sanitaire qui induit aussi un changement au niveau des organisations des entreprises. On avait fait quelques webinaires déjà. On a fait deux webinaires un peu sur le travail à distance et sur le sujet un peu du télétravail. Enfin, ça avait été balayé dans les webinaires qu'on avait organisés fin d'année dernière. Éventuellement, enfin, je vous laisserai réagir aussi sur le chat pour savoir si ça vous intéresse. On pourra faire un focus lors d'un prochain webinaire sur la question du télétravail, du sujet du handicap et puis notamment de cette mise en œuvre du télétravail, comment est-ce que ça peut être appuyé aussi par la GFIP. Enfin, bon, voilà, il faudra qu'on y voit. En tout cas, ça pourra être un pan. Si jamais ça vous intéresse, vraiment réagissez via le chat. Et puis, si jamais, encore une fois, vous souhaitez voir porter d'autres sujets en complément, n'hésitez pas. Alors pour finir, je crois que c'est mon avant-dernière slide. Donc rapidement pour vous dire que il y a maintenant, auparavant c'était beaucoup du papier et
on vient de mettre en place donc, les demandes, un espace de demande d'intervention. Alors, demande d'intervention, c'est un dossier de demande d'aide et de prestations dématérialisé. Alors, vous ne pouvez pas toutes les faire pour le moment, mais la grande majorité sont possibles. Ça passe par cet espace. Voilà. Donc, il y a le lien pour y aller. Ça facilite pour vous la demande des aides et des prestations dans une logique de simplification et surtout d'être beaucoup plus réactif. Sinon, plus largement, à destination des employeurs, donc il y a une possibilité d'avoir des diagnostics actions, de réalisation de diagnostics actions. Donc là, on agit sur la politique RH, on vous accompagne sur l'amélioration de vos process RH pour inclure le sujet du handicap dans vos process RH et pourquoi pas dans la stratégie globale. Mais en tout cas, on se focalise sur le RH. Possible derrière d'aller jusqu'à un partenariat, une convention de partenariat avec l'entreprise. Alors, pour le coup, on est en convention avec votre fédération, mais il est tout à fait possible, de néanmoins de faire une convention avec vous. C'est pas l'un n'annule pas l'autre. Et la convention, donc c'est un plan d'action qui est cofinancé par la GFIP pour pouvoir aller au bout de la démarche. Donc, c'est minimum 2 ans. Enfin, c'est en moyenne 2 ans. C'est de 1 à 3 ans, mais c'est en moyenne 2 ans de convention pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose de spécifique et structurer votre politique handicap. Il y a un site emploi dédié aux travailleurs handicapés donc, qui s'appelle l'Espace Emploi, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien. Il y a le réseau, effectivement, des référents handicap pour lequel vous êtes toutes et tous les bienvenus. Donc, c'est basé sur l'intelligence collective, le partage entre pairs, et ça permet de monter en compétences, mais aussi de découvrir plein de choses, en plus de ce que peut vous apporter la GFIP, des conseils, par exemple, de qui y se rend ou autre. On a un espace aussi numérique collaboratif où là, ça permet de poursuivre à distance les échanges que vous pouvez avoir dans des événements plus spécifiques qui habituellement se font en présentiel. Il y a l'ActiveBox qui est un outil clé en main de communication. Alors, pour pouvoir y accéder, il faut passer par l'espace collaboratif pour le moment, mais après, il sera versé dans la partie commune. Mais l'ActiveBox, donc, pour la découvrir ce que c'est, si vous avez des questions, je pourrais vous en dire plus. Et après, il y a les modules d'appui à la pro. Alors, ce sont des modules d'apport de connaissances de pure base, mais qui ont été développés récemment. Et l'idée, c'est vraiment de donner juste un premier niveau d'information pour les personnes qui seraient vraiment pas du tout au fait du sujet du handicap, globalement et en entreprise, qui après amène à ouvrir l'intérêt à aller plus loin avec des formations plus solides sur le sujet. Alors tout ça, et là c'est mon dernier mot, tout ça, et bien sûr, comme on est en délégation de service public, tout ça n'a pas de coût pour l'employeur, puisque de toute façon, comme le disait Guy, tout ce que nous produisons, c'est les contributions des employeurs qui n'ont pas encore atteint leurs 6%, qui permettent de déployer tout ça. Donc en fait, c'est un réinvestissement de la contribution dans les outils pour que vous puissiez répondre mieux à votre obligation avec, dans l'idéal, justement, tout le monde a atteint les 6% et nous, la GFIP, on se retire puisque c'est la philosophie de la loi. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup, Alexandre. Écoutez, là, j'étais en train de refaire le tour des questions. Je crois qu'il n'y a pas énormément de questions. Si jamais Guy ou Alexandre, vous avez des précisions sur ce que vous avez peut-être déjà présenté. Il y a une question sur comment faire pour apporter des rectificatifs aux déclarations précédentes pour comptabiliser des personnes en invalidité qui n'avaient pas été comptabilisées. Alexandre l'a évoqué rapidement, mais on peut peut-être le recompléter. Donc, il y a la possibilité, comme Alexandre l'a dit, de faire une logique d'annulaire en place dans la DSN. Et puis ensuite, il y a aussi, dans la déclaration de rectificative annuelle, il y a aussi la possibilité d'aller apporter des compléments et des rectifications. Donc, les spécifs détaillés des blocs, elles sont sur le site de la DSN. C'est un peu technique, mais avec votre DSI, normalement, vous devez pouvoir gérer ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Alexandre. Non, voilà. Après, sur la nouvelle partie DSN, c'est, on va dire, un peu plus simple puisque tout est informatisé. La partie, donc encore une fois, des déclarations
si vous voulez faire des rectifications pour celles de 2019 à 2005, on a de la rétroactivité sur les corrections jusqu'à 5 ans en arrière. Eh bien, donc là, il faut passer. Alors, j'essaie de retrouver, mais comme il y a des modifications sur le site, c'est plus à l'endroit où j'avais l'habitude d'aller. Mais il y a une adresse spéciale avec un formulaire. En fait, il faut re-remplir le formulaire papier DOTH de l'époque en précisant les modifications. Donc, si ce n'est que une modification de sous-traitance, c'est juste ça qu'il faut remplir. Vous ne refaites pas toute la déclaration. Vous faites juste la partie qui est concernée par la rectification et vous mettez les justificatifs en copie, enfin une copie de justificatif, et il faut les envoyer à une adresse précise. Je vais la retrouver, l'adresse. Enfin, je connais l'adresse, mais c'est le service auquel il faut l'adresser que j'ai un doute. Donc, ça, je le préciserai à Sarah qui vous mettra en annexe. J'ajoute, du coup, comme il y avait eu un échange sur un doute sur la DOTH qui sera faite le 5 ou le 15 juin, on avait répondu sur le fait que la déclaration se faisait avec la DSN et non plus sur le site de la GFIP. Il y a quelqu'un qui avait apporté un élément complémentaire en disant sûrement par import de fichiers, car nous n'avons pas les informations en paye. C'est un point justement très important à bien valider avec vos SIRH, parce qu'effectivement, par exemple, le montant de la sous-traitance ou le fait d'être sous accord ou des choses comme ça n'est pas naturellement stocké en général ou géré dans le SIRH et dans les fichiers de paye. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir une interface d'alimentation, alors qu'elle soit pluguée ou intégrée dans votre outil de paye, et ça, c'est peut-être vos prestataires de paye qui peuvent le faire, ou que ça fasse l'objet d'un outil complémentaire de saisie ou de choses comme ça. C'est important de bien vérifier auprès de vos services vos services SIRH, qu'ils soient internes ou externes à la structure d'ailleurs, que ça a bien été prévu. Parce que là, en mai, dans la DSN de mai, donc qui sera faite début juin, il va falloir que tous ces éléments soient indiqués. Donc, il faut quand même bien que vous fassiez un petit tour. Enfin, si ça n'a pas déjà été fait, refaites bien un point avec votre interlocuteur du SIRH pour vous assurer absolument que tout ça, ça a bien été prévu dans les outils, quoi. Parce que sinon, vous risquez de vous retrouver… c'est justement pour ça aussi que ça a été décalé au mois de juin, pour permettre de bien s'assurer de tout ça. Mais je vous invite à le faire parce que sinon, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose, Alexandre, là-dessus. Mais… Non, là-dessus, non. Je regarde juste, j'essaie de retrouver le lien du webinaire qui avait été fait récemment avec l'AMSA et l'URSSAF sur le sujet précisément de la DSN. Ok, il est là. Je vous le mets dans le chat et je donnerai après à Sarah aussi, comme ça vous l'aurez. Donc peut-être il y aura des réponses complémentaires à ce qu'on vient de dire, plus précisément sur la DSN. Parfait. Je vois qu'on est pile poil dans le timing. Il est 12h25. On s'était laissé jusqu'à 12h30. Voilà, si vous avez quelques questions, voilà, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Je vois qu'il y en a une. Alors, quelle est-elle? L'obligation d'avoir un référent handicap pour les entreprises de plus de 250 salariés? Oui. Alors, attends. En moyenne annuelle, oui. Oui, voilà. En fait, c'est le calcul. Est-elle calculée en moyenne annuelle? Voilà. C'est le calcul de la Sécu, en fait. C'est les plafonds. Enfin, si vous voulez, c'est comme pour les obligations en matière d'alternance, par exemple. D'ailleurs, l'une des modifications de la loi, c'est que jusqu'alors, les barèmes, enfin les coefficients 400, 500 et 600 pour la contribution étaient calculés avec des tranches d'entreprise de 200, de 200 à 750 et au-delà de 750. Et pour se caler justement sur les mêmes tranches d'entreprises que la Sécu, il y a eu une modification pour amener à 250, non plus à 200. Donc, on est sur les mêmes logiques. Donc, c'est-à-dire que c'est l'effectif moyen annuel qui est à 250, au-delà de 250, qui amène à avoir un référent handicap. C'est quand même… Enfin, on n'a pas forcément beaucoup parlé de ça, mais c'est important d'avoir en tête qu'il y a quand même un changement assez important dans la mesure où, auparavant, on faisait une photo à fin d'année. C'est-à-dire que la DOTH, elle était calculée sur la situation au 31-12 de l'année, avec, une prise en compte des CDD, etc. en cours d'année, mais globalement, le nombre de personnes, l'effectif assujettissement était calculé en faisant la photo au 31-12. C'est fini, c'est plus comme ça, hein, on est vraiment sur la moyenne annuelle
Et donc, c'est bien les mêmes barèmes que la Sécu. Donc, en fait, pour calculer en réponse à votre question, on applique la même règle que pour le reste, c'est-à-dire c'est effectif d'assujettissement moyen 250. Parfait. Est-ce On a bien répondu à cette dernière question et là, je suis Par un peu entreprise, la réponse est par. Alors, est-ce qu'il y a nous une question par entreprise ou par UES? C'est bien par entreprise. Ça n'est pas UES, hein, donc on est bien sûr. Oui, attention, UES, c'est pas encore considéré, c'est une reconnaissance Ça. juridique et qui n'est pas une reconnaissance administrative. Donc ça, c'est C'est ça. particulier, ça se développe de plus en plus, mais Hum. même les accords, il y a des questions en ce moment là-dessus parce que beaucoup de groupes arrivent en UES. Et Hum. sauf que ça peut exister, mais néanmoins, il faut que ça soit porté par la holding. Ou, voilà. Il y a des choses, c'est particulier l'UES. Mais là, en tout cas, c'est Bah, entreprise. Nous, Alors un là, accord, un accord agréé d'UES, c'est possible, mais il faut qu'il y ait des représentants du personnel. du personnel, ouais. Donc, c'est souvent ça qui questionne, parce qu'il peut parfois ne pas y avoir d'entité de négociation, enfin de partenariat social au niveau de l'UES. Donc, s'il y a de représentants au niveau de l'UES, il faut que l'entreprise réfléchisse à comment elle mandate des représentants de différentes entreprises pour faire une logique de négo, un peu comme une logique de négo groupe, mais effectivement, le groupe, il a une entité juridique à part entière. L'UES, c'est un petit peu plus flou, on va dire. C'est ça. ça vaudra peut-être le coup, si jamais vous avez des éléments complémentaires, qu'on puisse les ajouter, parce que justement, en tout cas, le schéma des UES, le gérant des ESH est quand même assez présent. Je ne vous l'avais peut-être pas précisé en préparation de ce webinaire, mais c'est vrai que la question amène aussi à le faire. Donc, si jamais il y a des spécificités enfin, voilà, qui peuvent être prises ou au contraire pas du tout, voilà, n'hésitez pas à nous les faire remonter et puis éventuellement on pourra aussi un peu les Non, détailler. il y a pas de spécificité au niveau des ES, seulement éventuellement pour la négo de l'accord, comme je viens de l'évoquer. Mais D'accord, au ETH, il n'y a Ouais. absolument rien, puisque de toute façon, la maille, c'est l'entreprise. d'accord. Une ES qui est composée de X entreprises, comme un groupe qui est composé de Y entreprises, de toute façon, la déclaration, elle se fera au niveau de l'entreprise. Donc, il y a autant de déclarations qu'il y a d'entreprises dans l'UES ou dans le groupe. Donc, il n'y a pas de spécificité particulière. Parfait. Voilà, parce qu'on est vraiment, comme l'URSSAF, sur le sirène. Enfin, voilà, il y a aussi ça Hum, derrière. C'est pour ça que l'US, hum, ça génère tout un questionnement hum. administratif derrière. Comment on repère quelque chose qui n'est en soi pas déclaré comme tel, comme dans un C'est sirène, ça. par exemple. Donc, mais là, vraiment, c'est entreprise. Ouais, gardez ça en tête, c'est entreprise. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Là, on est vraiment pile poil dans le timing. Il est 12h30. Merci à